Cette communication va approfondir une facette de mon mémoire de recherche, au cours duquel j'ai pu être amené à postuler que l'oubli dans des films, loin de constituer un événement isolé qui frapperait un individu ou une localité, tient en fait d'une puissance écologique manifestant notre rapport sensible à l'environnement. Le cœur de cette hypothèse s'appuie ici sur l'oubli de réserve, un concept développé par Paul Ricoeur dans La mémoire, l'histoire, l'oubli, pour décrire un oubli latent, faisant persévérer les traces matérielles et psychiques en les mettant en réserve dans l'inconscient. En d'autres termes, l'oubli de réserve propose de mettre en retrait l'humain, mais sans véritablement l'abandonner, puisqu'il s'agit d'appréhender l'ensemble des traces qui aménagent inconsciemment son environnement. Pour cette raison, la notion d'environnement va déjà poser question, car ce qui nous environne n'est pas toujours à portée de mémoire, et la vie qui nous entoure peut parfois se tenir dans les plis de nos perceptions, nimbés du voile de l'oubli. Dès lors, l'enjeu serait de penser ce moment où des opérations filmiques réfléchissent l'emplacement de l'humain dans l'environnement. Or, quels exercices pourraient permettre cette connexion et comment le cinéma pourrait-il nous éveiller à la question environnementale en prélevant et en répartissant des temps d'oubli sur des corps reconfigurés? Ces premières pistes théoriques nous conduisent au modèle souvent mal compris de l'ascèse. Hérité des religions, l'ascèse a souvent été assimilée à une négligence du corps allant au profit de l'âme. Sous cet angle, l'exercice ascétique ne parviendrait qu'à nous anesthésier, sinon à nous éloigner de tout mode d'appréhension sensible de l'environnement. Une telle définition possède un autre inconvénient. Elle confond la réserve du corps et son effacement. De fait, la pratique de l'ascèse ne supprime pas le corps. Elle le rend au contraire disponible à son environnement en diminuant sa préférence affective. C'est ce que rappelle Michel Hulin dans son ouvrage La mystique sauvage, aux antipodes de l'esprit, où il écrit, je le cite, une ascèse accomplie, c'est-à-dire devenue experte à tarir à la source le dynamisme infernal de la préférence affective, pourrait se dispenser de tout renoncement extérieur. Pour cette raison même, elle cesserait d'être en quête d'extase, car la paix de la non-dualité serait son pain quotidien. Elle se confondrait avec la vie. Fin de citation. On voit déjà dans cette idée d'une non-dualité qu'une place singulière est laissée à l'activité du corps, à sa mise en exercice, qui l'oriente au sein du milieu environnemental dont il est un agent parmi d'autres. Ainsi, la CES propose de composer avec ces réseaux écologiques et non de s'en servir à des fins concurrentielles, comme une lecture darwinienne de l'évolution des espèces nous inciterait à le penser. Il s'agirait de voir en quoi des opérations filmiques nous révèlent des humains qui ne cherchent pas à s'adapter à tout va, mais plutôt à s'ajuster à leur environnement, s'insérant dans cette dynamique d'entrelacement que le biologiste allemand Jakob von Uexküll pouvait aussi appeler tapis de la nature. Si la l'ascèse modifie notre corporéité de sorte à nous signifier que nous sommes une partie de l'environnement, une façon de mettre en pratique cette expérience serait notamment de modifier notre station verticale pour adopter une station horizontale. Allongé sur la surface terrestre, le corps humain peut soudain accéder à une animalité. Il vient se tapisser dans le monde, renvoie l'image d'un milieu qui l'a reconfiguré et qui le reconfigure à son tour. Cette entre-appartenance, révélée par une variation de notre position corporelle, David Abraham l'a décrite en ces termes dans l'ouvrage Devenir animal, une cosmologie terrestre. Je le cite, au-delà d'une certaine durée d'observation fascinée, notre nuque commence à être douloureuse et nos jambes à se dérober. Nos corps veulent retrouver la position horizontale sur la Terre. Nous nous livrons à la gravité, nous devenons les assistants du sol lui-même. C'est seulement en renonçant à la station debout, en laissant de côté notre individualité verticale, en nous couchant sur la Terre et en épousant le regard de Terre elle-même, que nous saisissons quelque chose des profondeurs sans fin où Terre habite. Fin de citation. À leur manière, des séquences filmiques proposent également de coucher des humains dans le cadre pour les mettre en situation de recevoir l'oubli du monde. Dans De la guerre de Bertrand Bonello, nous découvrons une secte à l'écart des villes dont les fidèles semblent quotidiennement exercer leur corps. Au début du film, une séquence va nous révéler un de ces exercices où les corps, captant un son, s'allongent dans l'obscurité d'un sous-bois. Un plan moyen commence par nous montrer Ulma, la dirigeante de cette secte, jouant des instruments électroniques, tandis qu'une coupe nous fait passer à un plan en contre-plongée sur le soleil transperçant un feuillage. Un insert vient ensuite situer cette sonorité,
nous révélant un émetteur disposé sur l'arbre, alors que la caméra se détache peu à peu du tronc pour se déplacer d'un seul mouvement vers le sous-bois, où les corps des fidèles sont étoilés. Le film commence par inventer un environnement acoustique et favorise le transfert visuel de cette expérience par son mouvement de caméra, qui à son tour propose d'aplatir les silhouettes humaines en plongée, de les penser comme de purs points d'écoute, attentifs au son qui les environne. La thèse ne viserait donc pas à soustraire les corps de leur milieu, elle nous pousserait plutôt à évaluer phénoménologiquement les postures humaines les plus favorables pour faire de la Terre un habitat durable. C'est ce que nous rappelle aussi la sociologue Isabelle Jonveau dans un numéro de la revue Études où elle écrit ceci, je la cite, l'ascèse séculière porte en elle une dimension utopique de régénération naturelle de la société. L'écologie ascétique s'intègre dans un contexte de nouvelle prise de conscience par rapport à l'environnement naturel qui modifie en profondeur les comportements des consommateurs. Fin de citation. Le cinéma semblerait en capacité de prendre acte de cette écologie ascétique et de la figurer filmiquement en pensant la station horizontale du corps comme un opérateur de persistance vitale. Oui. De ce point de vue, une autre séquence aura attiré mon attention. Elle provient de L'Arbre au papillon d'or, un film vietnamien du cinéaste Phan Thien An, où le protagoniste multiplie des expériences corporelles et s'ajuste aux éléments de son environnement par les événements les plus inframinces. La séquence finale du film s'organise en un plan séquence, accompagnant le déplacement du protagoniste le long d'une rivière, puis le quittant pour délayer son déplacement vers un autre personnage qui était établi hors champ et qui vient maintenant descendre une butte le menant jusqu'à la rivière. Établi d'une coulée, ce mouvement de caméra fluctuant donne d'abord à sentir la relation en vase communicant entre l'environnement et le vivant qui l'habite. Plus intéressant, une fois qu'il atteint le cours d'eau, le personnage va se dévêtir et se coucher dans le sens du lit de la rivière, la tête postée vers le courant. Le son va se coupler à son action et s'affaiblir, comme pour nous figurer l'idée d'un corps immergé, entièrement perméable. Par sa façon de recomposer le cours d'eau, en y insérant un humain allongé, la séquence entend nous rendre sensibles la zone d'empiètement entre le vivant et son environnement. L'eau ruisselante infiltre ce corps poreux, elle devient un bain de l'été, l'oubli où l'humain peut se ressourcer. Peu à peu, la rencontre entre le corps et le sol invente des lignes ascétiques et fait déborder la vie qui nous environne en deçà de notre vision de bipède. Le sillage du corps humain se met à épouser les chemins herbeux, à s'oublier dedans, gagnant une capacité à se régénérer. Comme nous le rappelle Harald Weinrich dans L'été, art et critique de l'oubli, je le cite, dans cette topique, un objet oublié peut cependant aussi être enterré et par suite recouvert par l'herbe de l'oubli. Fin de citation. Dès lors, des films agenceraient l'environnement en termes de brins d'herbe, configurant des corps herbeux qui vont se nicher dans les interstices des plans et faire advenir de nouvelles temporalités. Dans Mémorial d'Apichatpong Verastakul, cette temporalité s'exprime par un moment où l'âme se retire et où ne reste plus qu'un corps vacant couché sur une zone d'herbe. Cette séquence se déroule lorsque Jessica, la protagoniste, rencontre Hernan, un habitant d'un village en périphérie de Bogota qui possède la faculté surhumaine d'enregistrer en lui la totalité des événements. On apprend pourtant qu'en contrepartie, Hernan n'a jamais accès au sommeil. Il ne peut que se figer les yeux ouverts pour basculer dans un immémorial temps d'oubli. L'instant de cette démonstration, l'image va elle aussi se figer sur la posture d'Hernan, le cadrant au buste, alors que la vie se poursuit, comme en témoigne le détail d'une mouche passant sur son visage. Un autre plan entrecoupe ce portrait et semble même le parasiter, puisqu'il nous donne une vue des jambes du personnage, en partie empêtrées dans des mauvaises herbes. Filmés dans leur totale inutilité, ses membres inférieurs deviennent alors deux extensions proliférantes du buste. Au modèle arborescent, Veracetacool aura donc préféré celui herbeux pour rendre compte d'un environnement. Au contraire de l'arbre, qui suit son tracé unique, l'herbe n'impose aucune coordonnée. Le corps peut toujours s'y confondre pour sonder ses parages. Dans son dialogue avec Gilles Deleuze, Claire Parnet revient sur la préférence du philosophe pour ce modèle de l'herbe. Je la cite, les embryons, les arbres se développent suivant leur préformation génétique ou leur réorganisation structurale. Mais pas la mauvaise herbe. Elle déborde à force d'être sobre, elle pousse entre, elle est le chemin lui-même. Fin de citation.
Parce qu'elle pisse des chemins, l'herbe conduit ainsi à d'autres formes du vivant. Elle fait décliner le règne humain à la croisée de l'animal. Pour finir ma communication, je vous propose maintenant de regarder un extrait assez parlant à ce sujet, issu d'Un prince de Pierre Creton. Pour rapidement décrire le contexte, le protagoniste Pierre-Joseph, un horticulteur, rend visite à son ancien ami, Kouta, figure évanescente qu'on voit très peu dans le film. Après s'être prêté à un rituel, Pierre-Joseph sort de la demeure de Kouta et libère un chien enfermé dans le jardin. Dans cette séquence, Pierre-Joseph lâche le chien retenu dans sa cage qui va s'enfuir dans un plan d'ensemble de clairière embrumée. Atteignant le corps de Kouta, couché au bord de la clairière, l'animal côtoie un instant l'humain dans le même plan, puis finit par sortir du cadre. C'est alors que le corps étendu du personnage, dont on voyait bien les respirations, va coopérer avec les mauvaises herbes autour de lui et peu à peu disparaître au détour d'un fondu progressif. Par une suite de franchissements des plans filmiques, le chien devient un liant écologique qui superpose ses perceptions à celles de ce corps humain sur le point de s'oublier. Au croisement de ce nouveau chemin, frayé par l'animal, s'opère ainsi ce fondu. Si les exemples filmiques que je vous ai présentés me paraissent aussi établir un contre-champ du Capitalocène, c'est en ce sens que les lignes acétiques peuvent s'écourter, se reprendre plus tard, se construire en réseau et en rhizome, élaborant des environnements par glissement, ce que Gilles Deleuze et Félix Guattari nommaient des espaces lisses. Je terminerai d'ailleurs sur les mots de ces deux penseurs qui écrivaient ensemble dans Mille plateaux, je les cite, « La variation continue n'a que des lignes acétiques, un peu d'herbe et d'eau pure ».